la parole maintenant. Victor, est-ce que tu nous entends? Oui, alors, nous, pour l'instant, on ne t'entend pas, mais Gérard... Parfaitement, je disais. Super. Bon, eh bien, écoute, Victor, donc la parole va être donnée. Tu vas pouvoir nous présenter à la fois le documentaire et à la fois ton rôle dans l'histoire de Julian Assange. Tu as la parole, Victor. Je te laisse te présenter. Bien, bonne soirée à tout le monde. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous. C'est la première fois, je crois que je fais une conférence dans une salle comme ça, mais la logistique était un peu compliquée. Alors, je suis qui? Je suis un journaliste citoyen. Je fais des reportages notamment sur l'embargo américain contre Cuba. C'était ma spécialité, mais j'ai suivi plutôt Wikileaks depuis quasiment sa création, depuis 2010. Et j'ai suivi cette affaire de très près, ce qui m'a permis de voir un peu les dérives médiatiques qui se sont produites, puisque moi j'ai vécu des événements en direct, si je puis dire, en temps réel. Et j'ai vu comment petit à petit les choses ont évolué. Et ça fait 4 ans donc que je suis engagé dans un combat presque à temps plein pour essayer de faire connaître cette affaire. De quoi parlons-nous ce soir? Le journaliste d'investigation australien John Pilger a qualifié cette affaire de la plus importante affaire de presse de notre vivant. John Pilger est un journaliste multiprimé qui a fait une soixantaine de documentaires et dont on dit que les documentaires, à l'époque où ils étaient diffusés sur la BBC, faisaient plus d'audience que les matchs de foot. Donc c'est quelqu'un qui est très connu, en tout cas parmi ceux qui s'intéressent au journalisme d'investigation. Et pourtant, cette affaire, la plus importante de notre vivant, de presse, a été présentée grosso modo et à 90% par les médias institutionnels comme pratiquement a été ramené à un fait divers. Un gars qui aurait fait des bêtises et qui se serait pris les pieds dans un piège ou là où il ne fallait pas qu'il marche. La quantité d'approximations, de contre-vérités, de demi-vérités, de légendes urbaines autour de cette affaire sont quand même impressionnantes. Alors, le documentaire que vous allez voir ce soir, diffusé par les Mutins de Pangée, est en fait probablement le seul documentaire que vous verrez tourné du point de vue de Wikileaks et non pas un documentaire fait d'approximations diverses. Ce documentaire pourrait presque être qualifié d'accidentel. Les cinéastes nous racontent et tiennent à le faire savoir qu'à l'origine, ce documentaire devait être un reportage sur le juge Garson qui, à l'époque du début du tournage, avait été démis de ses fonctions de juge par la Cour suprême espagnole pour des raisons politiques. Apparemment, sa façon d'appliquer la loi dans ses tentatives de lutte contre la corruption, notamment du parti au pouvoir, ne convenait pas au pouvoir en place. Et donc, il est retourné à son métier initial d'avocat. Et donc, l'équipe a débarqué pour faire une interview de lui dans son nouveau cabinet. Et à ce moment-là, Wikileaks désigne le juge Garson comme le coordinateur international, si vous voulez, des affaires juridiques de Wikileaks, qui en a un peu partout dans le monde. Il n'y a pas que l'affaire Assange. Et donc, le documentaire qui devait tourner sur quelques jours, en fait, s'est étalé sur 9 ans. Alors, ce documentaire s'arrête le jour du jugement, le 4 janvier 2022 ou 21. Avec le Covid, les années comme ça sont un peu mélangées dans ma tête. En tout cas, le jour où la juge Vanessa Barretzer nie ou rejette la demande d'extradition des États-Unis, ce qui paraît être une bonne nouvelle. On verra ce qui s'est passé depuis. Après la projection, je me reconnecterai, je vous donnerai un petit topo sur la situation actuelle depuis la fin du tournage, où en sommes-nous. Ensuite, questions-réponses, si vous en avez par rapport au documentaire. Ensuite, j'aimerais vous faire la genèse de Wikileaks, chose que très peu de gens connaissent. Pourquoi cette organisation a été créée, dans quelles conditions, pour replacer un peu le contexte historique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en termes de préambule. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve
Après le documentaire, Voilà, c'est ça? on va pouvoir échanger. Victor, nous sommes là, nous allons pouvoir Bien. te passer la parole et ensuite avoir un débat avec la salle si tu veux bien. OK. C'est à toi. Donc, le documentaire se termine le jour où Vanessa Barretzer, le 4 janvier 2021, décide, in fine, que Julian Assange est coupable de toutes les charges formulées par le département de justice des États-Unis, mais pour des raisons de santé, il ne pouvait pas être extradé. Il convient d'ailleurs de préciser que l'état de santé en question, c'est le système carcéral britannique et les conditions de détention qui l'ont mis là-dedans, donc il y a une dose d'ironie en jugeant qu'il ne pouvait pas être extradé à cause de l'état de santé dans lequel la justice britannique l'a mis elle-même. Enfin bref, les Américains ont fait bien entendu appel de cette décision en apportant des garanties que Julian Assange sera en gros bien traité et qu'il ne serait pas mis dans une prison supermax comme c'est prévu. Amnesty International a réagi en déclarant que ces assurances ne valaient même pas le papier sur lequel ils étaient écrits. Il est de notoriété que la justice américaine ne respecte pas les paroles données lors des affaires d'extradition. Et il convient de préciser aussi que ce n'est pas le département de justice américaine qui a formulé ces garanties qui décide si un prisonnier doit être placé dans une supermax américaine. Les supermax américaines ont été définies par un ancien directeur d'une de ces prisons lors du procès de Julian Assange comme de véritables enfers sur terre aseptisés. Des conditions de détention encore pires d'ailleurs qu'à Belmarsh. La justice britannique a accepté ces appels et accepté ces assurances lorsque le procès en appel a eu lieu. Il a été décidé que les conditions américaines étaient valables. En ce moment, Julian Assange est donc extradable. L'ordre d'extradition, pas l'ordre d'extradition, mais l'accord, si vous voulez, le feu vert pour son extradition a été signé. Nous sommes actuellement dans l'attente de l'appel fait par la défense. La défense ayant fait appel non pas du jugement rendu, puisqu'il était en sa faveur, mais du fait que les 18 chefs d'accusation formulés par les États-Unis ont été acceptés par Vanessa Barretzer. Donc, ils font appel à ça, ce qui voudrait dire en gros que si l'appel est accepté, on repartirait dans un procès. Alors, il convient de préciser une chose qui agit comme un écran de fumée dans l'esprit des gens. Nous sommes ici en présence d'un procès en extradition. Il ne s'agit pas pour la justice britannique de juger réellement si Julian Assange est coupable de quelque chose. Elle doit simplement décider s'il est extradable, si le dossier américain est suffisamment bien ficelé pour procéder à son extradition, ou aux États-Unis, il serait jugé éventuellement. Donc, c'est une affaire compliquée pour la défense pour réussir à obtenir un jugement sur les conditions mêmes. Il n'y a pas 36 000 conditions qui s'opposent à une extradition en Grande-Bretagne. Il y en a en gros 3. Le risque de la peine de mort, raison de santé ou pour des raisons politiques. Amnesty International, puisque c'est une référence en la matière, a déjà déclaré à maintes reprises, elle a écrit qu'il s'agit bien d'un procès politique. Question est de savoir si la justice britannique le voit comme tel. Apparemment pas. Alors cette affaire, j'avais commencé à le dire, il y a un énorme écart entre la perception de cette affaire par le public, et ça c'est l'expérience de plusieurs dizaines de conférences à travers le pays, et le compte-rendu qui en est fait dans les médias. Comme je l'ai dit en introduction, l'affaire la plus importante de notre vivant est généralement présentée un peu vaguement comme un fait divers. Les choses commencent à changer très récemment, et je crains que peut-être, on verra si ce n'est pas trop peu, trop tard. Derrière Julian Assange,
il y a un alignement d'ONG réellement impressionnant, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, non pas des ONG, mais de ce soutien. En 40 ans de militantisme, je crois que je n'ai jamais vu un cas soutenu par autant d'ONG. Vous pouvez tous les citer, les ONG de défense des droits de l'homme, des organisations de défense de la liberté de la presse, des associations d'avocats, des syndicats de journalistes, la Fédération internationale de journalistes, le PEN Club, plusieurs dirigeants d'États, notamment en Amérique latine, des centaines de députés à travers le monde qui se sont constitués en groupe. Et pourtant, dans l'opinion publique, Julian Assange apparaît généralement comme quelqu'un d'isolé ou de pas très bien défendu. En réalité, il est très très bien défendu. Il n'est pas seul, mais il est effectivement isolé. Il a été isolé par les médias institutionnels. Isolé de qui? Isolé de l'opinion publique. La question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi un tel acharnement et pourquoi une telle cruauté, en fait. On verra ça tout à l'heure. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il paraît que pour bien raconter une histoire, il faut savoir choisir le début. Alors, le début de mon histoire va démarrer le 11 septembre 2001, le jour des fameux attentats terroristes des avions dans les tours à New York. En réalité, il ne s'agit pas des attentats eux-mêmes, mais plutôt des conséquences, ou certaines des conséquences. Des conséquences, il y en a eu beaucoup. Et il y en a 4 ici qui vont nous intéresser pour l'affaire de Wikileaks et de Julian Assange. Dans la foulée des attentats du 11 septembre, comme phénomène, et je ne les cite pas forcément dans un ordre d'importance, une explosion des services de sécurité. Alors, services de sécurité au sens large, des services de renseignement, des services de police, à la fois dans le nombre de gens qui les composent et surtout dans leurs prérogatives. Et l'appel aussi, pas uniquement des appareils d'État, mais uniquement et aussi, je veux dire, des sociétés de sous-traitants, notamment aux États-Unis, moins en France, mais aux États-Unis. L'armée américaine a des milices privées comme Blackwater, qui a changé 2 ou 3 fois de nom pour échapper au radar du public, mais c'était son nom. Et même dans le domaine du renseignement, il y a des sociétés privées, notamment la société Stratfor, qui est qualifiée comme une CIA privée, qui est composée de plusieurs dizaines de milliers de salariés, ce n'est pas une petite société, et qui jouera un rôle fondamental dans la destruction de Wikileaks et de Julian Assange. C'est pour ça que je cite particulièrement cette société-là. Deuxième effet, une propension des pouvoirs, une revendication même, à agir dans l'obscurité, de façon occulte, au nom de la guerre contre le terrorisme. C'est devenu une telle habitude que même aujourd'hui en France et récemment, on a vu un président de la République monter une salle de guerre qui se réunissait tous les mardis pour combattre une épidémie. On a vu un droit sur les affaires être voté. En gros, les pouvoirs, notamment l'Occident, et je parle de l'Occident parce que c'est le camp que je connais le mieux, je ne sais pas trop ce qui se passe par ailleurs, il y a de plus en plus cette prétention du pouvoir à agir dans le secret et à considérer que son fonctionnement ne doit pas être transparent. Troisième phénomène, l'absence de plus en plus grand, apparemment, de toute responsabilité. Faire rendre des comptes à des dirigeants, et c'est un phénomène de plus en plus répandu, semble de plus en plus compliqué. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où un ministre démissionnait parce qu'il avait oublié de payer son ticket de parking. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et on voit aux États-Unis de plus en plus la difficulté qu'il y a à faire rendre des comptes à des gens qui, commettent un parjure devant le Congrès ou des choses comme ça lors de témoignages sous serment. Il ne leur arrive strictement rien. Et enfin, le dernier phénomène, le quatrième, un phénomène qu'on a vu apparaître, qui a été baptisé
en anglais du nom de Embedded Journalism, traduit approximativement par le journalisme embarqué. C'était quoi? C'était le média institutionnel ne faisait même plus semblant de faire leur travail de compte-rendu objectif des guerres. Ils étaient littéralement embarqués dans les unités américaines notamment, et se faisant même photographier avec des casques, des gilets pare-balles, sourire aux lèvres. Je me souviens encore de ces photos. Et c'était une joyeuse mise en scène, en fait, de la guerre. La guerre était devenue une mise en scène. Toute prétention à faire un travail d'équilibre avait tout simplement disparu. Et pour ceux qui pensent que j'exagère ou qui douteraient de cette affirmation, je leur demande simplement de faire un effort de mémoire et de se dire, tiens, parlant de la guerre en Irak, par exemple, quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois le témoignage d'un opposant de l'occupation américaine? Ou même la première fois? En fait, en 20 ans, pas un seul, et je ne parle pas des terroristes d'Al-Qaïda, je parle d'un Irakien tout simplement opposé. Jamais, nulle part, ou alors ça m'a échappé. Mais il devait être très rare s'ils en avaient. Et donc, ce travail prétendument équilibré d'informations sorti par la fenêtre. Gardons ça pour l'instant de côté. Ça, c'est le contexte. Et maintenant, transposons-nous vers l'Australie, où un jeune homme, Julian Assange, vous l'avez deviné, se révélera très vite un génie en informatique. Julian Assange fait partie d'un mouvement qu'on appelle les cypherpunks, à ne pas confondre avec les cyberpunks. Cypher en anglais, c'est le chiffrement, le cryptage des données, ce qui permet d'envoyer des informations d'un point A vers un point B sans que les personnes entre les deux puissent décrypter ce qui est envoyé. Très tôt, il se révélera un pirate informatique avant même que l'Internet existe. Il piratait déjà les ordinateurs via d'autres réseaux, mais il piratait sans rien voler, sans rien casser. Il disait dans un de ses livres que c'était pour lui un défi digne de tout informaticien de talent. Et c'était pour lui un peu comme se tenir la nuit tout seul au milieu d'une église. Et parfois on dit qu'il laissait même des petits mots, n'appelez pas s'il vous plaît la police, ou corriger des trucs qu'il trouvait qui n'allaient pas dans les systèmes qu'il piratait. Il est l'auteur, le propriétaire intellectuel de plusieurs brevets de cryptage d'ailleurs des données, qui aujourd'hui encore servent pour faire fonctionner une partie de l'Internet. Il est probable, pas certain mais probable, que lorsque vous payez avec votre carte bleue et que vous cliquez sur l'icône « Valider le règlement », et que la petite clé de sécurité apparaît en haut de votre navigateur, que la connexion avec votre banque contienne des codes de Julian Assange, par exemple. Julian Assange est aussi le fondateur de la première société en Australie, qui existe encore, qui à l'origine était un fournisseur d'accès à Internet pour les foyers les plus démunis. Et enfin, Julian Assange est aussi l'inventeur d'un système de protection des ordinateurs portables pour les journalistes, qui consiste à avoir un double mot de passe. Le premier mot de passe est celui que vous donnez à la police lorsqu'elle vous matraque dans le commissariat pour avoir accès à votre ordinateur. Et ce mot de passe donne accès à un semblant d'ordinateur qui n'est que virtuel, qui n'est pas votre vrai ordinateur. Évidemment, c'est le deuxième mot de passe qui donne accès aux vraies informations. Il paraît que ce système est utilisé par pratiquement tous les journalistes du monde. Je dis ça pour simplement insister sur le caractère, je cherche le terme, quelqu'un qui ne cherche pas du gain pour lui, altruiste, ça y est, ça me revient, le caractère altruiste de Julian Assange. Si Julian Assange avait voulu, et s'il faut bien le comprendre, je pense qu'il aurait pu finir milliardaire dans le Silicon Valley, à côté de gens comme Zuckerberg et autres. Mais il a choisi une autre voie. Sur le plan théorique, sur le plan politique, Julian Assange va très rapidement et très tôt réfléchir à la dialectique entre
information et démocratie. Comment ces deux choses, en fait, sont étroitement liées. C'est chez lui une quasi-obsession avec, en parallèle, et très lié à la même problématique, les injustices. Il y a chez lui un rapport direct entre l'injustice et l'information. Par exemple, dans sa fameuse phrase, pour ceux qui le suivent, « Comment combattre une injustice si on n'est pas au courant de l'injustice ?» Donc, tout commence chez lui, dans son esprit, par l'information. Un peuple mal informé prend de mauvaises décisions, etc. Beaucoup de réflexions en matière de... Il a d'ailleurs une définition de la démocratie que j'aime bien parce que c'est original, auquel on peut adhérer ou pas, mais en gros, qu'est-ce qui me permet de mesurer la démocratie? Est-ce que c'est le nombre d'élections? Est-ce que c'est le nombre de partis politiques? C'est quoi l'élément comme un tel un thermomètre pour mesurer la température qui permettrait de mesurer un degré de démocratie? Et il répond, en gros, la démocratie se mesure à la quantité d'informations qui circulent librement, qui s'échangent librement. Pour lui, c'est ça l'unité de mesure d'une démocratie. Alors, il parle de 3 circulations. Je crois qu'il le mentionne d'ailleurs dans le documentaire. Il y a la circulation horizontale entre nous. Ça, c'est à l'Internet, les réseaux sociaux, les emails que j'envoie, les coups de fil, les conversations, les réunions d'information dans les salles de cinéma. Il y a l'information de bas vers le haut. C'est tout ce que le gouvernement et les pouvoirs savent sur nous. Ça marche super bien. Ils savent beaucoup de choses sur nous. Et enfin, un troisième flux d'informations qui est super important selon Julian Assange, c'est l'information de haut vers le bas, pardon. Et ça, c'est là où actuellement il y a un problème. C'est-à-dire que savons-nous réellement du fonctionnement des pouvoirs qui nous gouvernent? Les rouages, les circuits de décision, qu'est-ce qui se passe? Qui décide quoi? Qui décide réellement? Etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les deux événements, le contexte 2001, du 11 septembre 2001, et Julian Assange vont se croiser lorsque Julian Assange, considérant, et à la lumière de ces nouveaux événements, et considérant qu'il y a urgence. Je vais résumer sa pensée parce qu'il a écrit plusieurs livres sur le sujet, mais je vais la résumer par une phrase qui n'est pas très optimiste. Il dit que si nous n'y prenons garde, nous serons peut-être la dernière génération libre. Il entendait par là que le développement de la technologie de surveillance était devenu tel que les pouvoirs devenaient quasiment impossibles à combattre, en fait. Que le rapport de force allait devenir totalement en notre défaveur, en défaveur de la population. Alors, les cypherpunks, je reviens légèrement là-dessus, leur philosophie ou leur raison d'être, une de leurs raisons d'être, je ne parle pas en leur nom évidemment, c'est de considérer que la société de surveillance étant de plus en plus massive, il convenait de développer des outils qui permettaient justement aux individus de préserver l'anonymat ou le secret de leurs échanges. Et là s'instaure un débat éternel entre les autorités qui disent « vous développez des outils qui peuvent servir aux terroristes » et les cypherpunks qui répondent « oui, mais que fait-on lorsque c'est l'État qui devient le terroriste ?» L'éternel combat. Il faut savoir que les cypherpunks sont relativement réprimés et que le développement de ces outils non déchiffrables par les autorités sont généralement interdits. C'est considéré comme des armes mis à la disposition des trafiquants, terroristes, etc. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, le point de vue des cypherpunks, qui font l'objet d'une répression. Julian Assange n'est pas le seul, mais c'est probablement la figure la plus mythique. Julian Assange, donc, va avoir une idée d'une simplicité géniale qui aura l'évidence de la beauté de l'évidence, mais encore fallait-il y penser. Sa théorie est la suivante. Plus les sociétés de sécurité, les entreprises, les entités de sécurité grossissent, moins ils ont de comptes à rendre, plus ils agissent dans l'obscurité, moins la presse tient son rôle de contre-pouvoir
et plus la probabilité que des dérives se produisent est grande. En fait, vous avez toutes les conditions réunies pour toutes les dérives de pouvoir imaginables. Vous avez de plus en plus de pouvoir, pas de compte à rendre, personne pour vous surveiller, et vous agissez dans l'obscurité, dans l'anonymat, bref, tout était réuni. Mais en même temps, il disait, oui, mais plus ces sociétés devenaient larges, ces entreprises, ces sociétés de surveillance, ces armées, ces services de renseignement devenaient larges en termes de ressources humaines, de personnes, et plus la probabilité qu'il y ait des gens à l'intérieur qui décident de dénoncer les abus qui allaient certainement se produire, et plus les chances que donc ces gens se présentent étaient grandes. Encore fallait-il qu'ils en aient l'opportunité et leur créer les conditions pour le faire. Parce que, disait-il, nous avons affaire ici à des gens qui ne plaisantent pas, des psychopathes, des gens qui déclarent des guerres, qui assassinent des gens, qui bombardent des pays. Être un lanceur d'alerte dans ces conditions pour présenter de graves dangers. L'idée de départ, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à ses talents de pirate, ex-pirate informatique, de très haut niveau mondial, il va créer un site, d'abord une maison d'édition, qu'on vient de le préciser, parce que souvent les gens pensent que Wikileaks est une sorte d'organisation anonyme de pirates comme Anonymous, etc. Mais pas du tout. Wikileaks, c'est d'abord une maison d'édition qui s'appelle Sunshine Press, qui se trouve à Reykjavik, en Islande, qui n'a rien de clandestin, qui est tout à fait officielle et qui est d'ailleurs reconnue comme une maison d'édition par la justice américaine elle-même lors de procès précédents dans le passé. Et donc, ce Sunshine Press est le propriétaire d'un site qui s'appelle Wikileaks. Wikileaks, c'est important le terme là. Ce n'est pas un mot au hasard. Leaks, en anglais, fuite. Wiki, c'est le terme utilisé un peu par les geeks, par les informaticiens de l'ère Internet, pour désigner un outil de travail collaboratif. Parce que l'idée derrière Wikileaks, c'était un travail collaboratif. Et donc, ils vont créer un site qui aura comme première particularité, ce sera quelque chose d'absolument nouveau et même considéré à l'époque comme impossible. Wikileaks offrira la possibilité aux lanceurs d'alerte, puisque c'est d'eux dont on parle, de se connecter en préservant totalement leur anonymat. C'est important ça, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment. Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui s'imaginent le contraire, lorsque vous vous baladez sur Internet, pour ceux qui veulent savoir ce que vous faites, eh ben, ils le savent. Voilà, vous n'avez pas d'anonymat sur Internet. Si on veut savoir quel site vous avez visité, combien de temps vous y êtes resté, sur quoi vous avez cliqué, tout est transparent. Forcément, puisqu'il y a quelqu'un qui forcément transporte les signaux de votre ordinateur au site que vous consultez. Entre les deux, eh bien, il y a des tas de gens qui interviennent et qui sont là éventuellement pour aider à transférer les informations, mais éventuellement aussi à les consulter. Eh bien non, Wikileaks va réussir ce tour de force à créer un site que lorsque vous vous connectez, on ne sait pas qui se connecte. Et d'ailleurs, lorsque vous soumettez des documents, on ne sait pas non plus quel est le document qui est soumis. C'est du cryptage de très haut niveau qui passe par des serveurs flottants, les réseaux Tor, pour s'il y a des informaticiens dans la salle pour qui ces termes disent quelque chose. Et donc déjà, voilà le premier élément important. Wikileaks est une média de type nouveau, 2.0, qui va bénéficier des qualités techniques de son équipe pour produire un site qui garantit l'anonymat aux lanceurs d'alerte. Et figurez-vous, et ça c'est un point super important, j'ai tendance souvent à discuter avec les gens dans cette mouvance, si on y réfléchit bien, la seule garantie pour un lanceur d'alerte, c'est l'anonymat. Vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, soi-disant pour les protéger, mais jusqu'à Wikileaks, un lanceur d'alerte, au mieux, sa carrière était fichue, au pire, c'est sa vie qu'il perdait. Il y a eu des lanceurs d'alerte, notamment Seth Rich,
celui qui est soupçonné d'avoir fuité les courriels de Hillary Clinton, qui a été assassiné devant chez lui, probablement pour cette raison. Et donc, la meilleure garantie des lanceurs d'alerte, c'est l'anonymat. Ce qui me permet de lancer un petit coup de pied sur la table en disant que toute personne, tout responsable politique qui prétendrait protéger les lanceurs d'alerte sans défendre Wikileaks n'a rien compris au problème. Wikileaks était l'arme absolue des lanceurs d'alerte et la suite prouvera que l'idée était bonne et que Julian Assange avait raison. Mais une fois que vous avez garanti l'anonymat, qu'est-ce qui vous garantit que les informations qu'on vous soumet, ce n'est pas du n'importe quoi? D'ailleurs, Wikileaks dit que souvent on leur balance des documents pour essayer de les piéger, faire en sorte qu'ils publient quelque chose qui leur ferait perdre leur crédibilité. Eh bien, ça c'est le deuxième aspect de Wikileaks, un réseau collaboratif, Wiki, d'une centaine de journalistes bénévoles dont le travail consistait à garantir, examiner les documents pour pouvoir garantir leur authenticité. Il y avait une première contrôle par les informaticiens pour savoir si c'était des documents authentiques du point de vue technique. Est-ce que c'était véritablement des emails de X, Y ou Z? Et deuxièmement, est-ce que quelqu'un ne les avait pas fabriqués sur place juste pour les piéger ou est-ce que leur contenu était réel? Donc, garantir l'anonymat, garantir l'authenticité. Et troisième aspect, qui n'est pas un aspect technique, qui est une sorte d'engagement moral qui coûtera d'ailleurs très cher à Julian Assange, c'est l'engagement moral de, si c'est vrai, si ça présente un intérêt pour le public, on publie. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, mais ça, c'est ça, c'est vrai pour tous les sites. Non, 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 non. Lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on y passe beaucoup de temps, on se rend compte que je crois que Wikileaks est le seul site qui a jamais osé, entre guillemets, non, pas entre guillemets, on les enlève, qui a osé être fidèle à son engagement moral et de dire qu'à partir du moment où ça présente un intérêt pour le public, on publie et on publie tout. Mais pas tout et n'importe quoi. Alors, coupons court déjà à certaines idées qui sont peut-être en train de germer dans vos esprits. Il est clair que Wikileaks n'aurait jamais publié les codes nucléaires de l'armée française ou Dieu sait quoi. Pourquoi? Parce que ça ne présente pas un intérêt pour le public. D'accord? On est d'accord pour cette idée de transparence, même chez Wikileaks, même chez Julian Assange, elle a des limites. Il se trouve que ces limites vont bien au-delà de ce que les pouvoirs en général considèrent comme des limites. Il y a, disons, un désaccord entre les pouvoirs publics et les cypherpunks de Wikileaks. Toujours est-il que l'expérience Wikileaks soit exposée sur la scène internationale et le résultat dépassera de très très loin tout ce qu'ils espéraient en fait. Avec comme apogée du phénomène Wikileaks sera l'année 2010, avec 3 très grandes publications, vous les avez vues dans le documentaire, par Bradley Manning, à l'époque devenu Chelsea Manning, les journaux de guerre irakienne, les journaux de guerre afghans et les câbles diplomatiques. Julian Assange sera nommé l'homme de l'année par le Time Magazine et par le journal Le Monde, 2010. Retenez bien cette année parce qu'en fait, c'est la seule année où on a beaucoup parlé de Wikileaks. La plus grande aventure de presse du XXIe siècle, l'aventure la plus innovante, la plus révolutionnaire, aura fait parler d'elle en fait une année. Dès 2011, l'aventure et l'idylle entre Wikileaks et la grande presse sera rompue pour différentes raisons, certaines inventées, mais c'est une étoile qui aura brillé dans le firmament très fort une année. Mais cela dit, Wikileaks a continué à fonctionner. Wikileaks a produit plus de 10 millions de documents, dont l'authenticité d'aucun n'a été remis en cause. C'est un exploit
mondiale, aucune, je pense que c'est plus de, non, c'est probablement plus de documents que ce qu'auraient révélé tous les journaux du monde entier depuis l'invention de l'imprimerie. Alors la question, c'est pourquoi? Alors s'il n'y a qu'une seule phrase que vous devez retenir de tout ce que je vais dire, je pense que c'est celle qui va suivre. Si vous avez bien suivi le modèle de Wikileaks, je garantis l'anonymat, je garantis l'authenticité aux lanceurs d'alerte, l'anonymat des lanceurs d'alerte. Le modèle que je viens de vous présenter là constitue une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Je répète, le modèle de Wikileaks constituait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Imaginez que plus aucune entreprise, pouvoir, armée, police, institution ne pouvait compter sur la discrétion ou sur la répression de ses employés grâce à Wikileaks qui pouvait à tout instant publier des documents, des preuves, des dérives, de crimes parfois, venant de l'intérieur même de ces organisations, et ce, dans l'anonymat le plus total, et garantir leur authenticité. Je crois que l'opinion publique à l'époque n'avait pas bien compris et pas saisi du tout ce danger, cette arme redoutable, jamais vue jusqu'à présent et jamais vue depuis, que Wikileaks constituait. Mais rassurez-vous, si je puis dire, ceux d'en face l'ont compris très vite. Forcément, ils étaient les victimes des révélations. Ils voyaient passer les fuites sur leur nez. D'où ça vient? Je ne sais pas, chef. Comment ça, tu ne sais pas? Aucune idée. Comment ça, aucune idée? Tu as bien une idée? Non, pas du tout. Mon Dieu, ça ne va pas du tout. Donc, ceux d'en face ont compris le danger tout de suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais Bradley Manning, Chelsea Manning a bien été coincé, l'anonymat, tout ça. Oui, mais Wikileaks peut garantir l'anonymat des lanceurs d'alerte, mais pas dans leur comportement ou dans les imprudences qu'elles commettraient en dehors de Wikileaks, ces choses qu'a fait Bradley Manning, qui est allé se confier sur un forum de geeks, apparemment, qui était en réalité infesté d'agents doubles du FBI. Donc, s'est fait attraper, s'est fait coincer, a fait de la prison. Et contrairement à ce qu'on raconte, une des légendes urbaines dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas Wikileaks qui a révélé ses sources, c'est la source qui s'est révélée elle-même. Et donc, ce danger qui a été repéré très vite sera immédiatement perçu comme tel, et l'organisation de la répression se fera très rapidement. On dit que les États-Unis, non, on ne dit pas les fuites envers Wikileaks, parce que Wikileaks a reçu des fuites concernant Wikileaks, ont révélé que les États-Unis dès 2011-2010 avaient constitué une équipe chargée d'abattre Wikileaks ou de trouver le moyen de l'abattre, composée de 120 agents affectés en permanence à cette affaire. On dit que 120 agents, je n'ai pas eu le moyen de vérifier, mais on dit que ces 120 agents, c'est plus que ce que les États-Unis consacraient à la chasse à Ben Laden. Imaginez donc l'importance qu'ils accordaient à Wikileaks. À part une répression ouverte et au grand jour, là je parle de l'aspect clandestin, au grand jour, c'était, ceux qui ont suivi l'affaire s'en souviendront peut-être, Wikileaks s'est vu fermer tous ses comptes banques, tous ses moyens de paiement, ses sources de revenus se sont taries de 90%. Ses employés étaient harcelés aux frontières, leurs ordinateurs systématiquement volés. Julian Assange ne pouvait plus mettre ses ordinateurs en soute parce qu'ils n'apparaissaient jamais à l'arrivée. Il ne pouvait plus payer par carte de crédit, il ne pouvait plus se balader sans être accompagné de peur d'être enlevé. En fait, il savait que sa vie allait partir dans une mauvaise direction. Quelle est la stratégie qu'ils ont déployée? Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a du fuite vers Wikileaks. La société Stratfor, cette fameuse CIA privée, était chargée dès le départ de concocter un plan pour détruire Wikileaks sans que ça paraisse trop comme une répression de la part des pays démocratiques. Casser le site, envisageable mais peu plausible. Pourquoi? D'abord parce que les serveurs sont placés dans un bunker antinucléaire en Suède protégé par le parti pirate et qu'il y a d'autres serveurs de relais
et que les données ont déjà été éparpillées un peu à travers le monde et que le site pouvait renaître de ses cendres tel un phénix. Donc, casser le site techniquement, c'était compliqué et pas avoué du tout à une réussite. L'autre méthode consistait à détruire la réputation de Wikileaks. Détruire la réputation de Wikileaks, disait le patron de Stratfor, il fallait d'abord le coincer Julian Assange dans une toile d'araignée, dans une toile de procès discontinu, ou plutôt l'inverse, continu, à travers le monde, lui et ses amis, et le ruiner financièrement et ruiner sa réputation. Et que Julian Assange ferait une très belle mariée en prison, disait-il dans son langage absolument fluent. Je dis souvent que les gens qui n'ont pas suivi l'affaire de Julian Assange de très près, toutes les images qu'ils ont, toutes les informations qu'ils ont reçues et toutes les impressions qu'ils ont sont généralement et probablement faux. Par exemple, si vous avez l'idée ou dans la tête ou pensez l'avoir vu quelque part que Julian Assange a été accusé de viol par deux femmes en Suède, ah non. On le savait, nous, dès le départ, mais on a vu comment cette opération a été menée, trop longue pour être entamée ici, ça nous a amené. C'est une affaire qui mériterait à elle toute seule de faire un exposé dessus, parce que c'est quand même le summum de l'art de la manipulation de l'opinion publique. Tout ce que je peux vous conseiller, j'en profite, c'est le bouquin, l'affaire Julian Assange, traduit en français, aux éditions critiques. Ce livre a été écrit par Nils Melzer, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur les tortures et les mauvais traitements. Vous l'avez vu un peu dans le documentaire, c'est un personnage que je considère comme central dans l'affaire Julian Assange, parce que lui, il a réussi ce que d'aucuns savaient, mais n'avaient pas forcément les preuves. Il est allé en Suède, il parle le suédois couramment, et avec la charge de sa fonction de rapporteur spécial des Nations Unies, il est quand même investi par les 197 environ pays des Nations Unies. Il a eu accès à toutes les pièces du dossier de l'affaire suédoise. Et le premier chapitre, uniquement le premier chapitre, pas tout le livre, est consacré à cette affaire. Et il arrive à la même conclusion, que c'était un coup extrêmement bien monté et extrêmement sophistiqué. Bref, la justice suédoise a rabattu le gibier Julian Assange dans les filets de la Grande-Bretagne, qui est en train de le ficeler pour le livrer aux États-Unis. Cette affaire présente deux anomalies. La première, enfin anomalie, danger, disons. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ce sont les syndicats de journalistes et Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale de journalistes. Le jugement rendu par Vanessa Baretzer le 4 janvier 2021 a tout simplement criminalisé le journalisme d'investigation. Oh, je sais que les charges d'accusation contre Julian Assange, et la presse en parle et le traduit en ces termes, il est accusé d'espionnage. Alors, je peux vous accuser, ou on peut accuser n'importe quoi d'espionnage, reste à savoir de quoi il est question dans les charges d'accusation. Qu'est-ce qu'on y décrit? Parce que c'est là où le bas blesse, et c'est là où la manipulation encore se montre extrêmement sophistiquée. Parce que j'ai l'impression qu'aucun journaliste a lu les 17 chefs d'accusation plus 1. En fait, ce qu'on y décrit, avec le titre de chaque chef d'accusation avec le mot espionnage, ce qu'on y décrit à l'intérieur, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes d'investigation qui sont arc-boutés dans la défense de Julian Assange, ce n'est ni plus ni moins que le travail habituel et quotidien et normal d'un journaliste d'investigation. En fait, on reproche à Julian Assange rien de particulier que ce que feraient ou font tous les journalistes d'investigation du moment. Exemple, la 4e ou la 5e chef d'inculpation, je ne me souviens plus laquelle, il est raconté que Julian Assange, lors d'un échange de courrier électronique avec Chelsea Manning, à un moment donné, lui dit « Est-ce que vous avez autre chose ?» Sous-entendu, est-ce que vous avez d'autres documents à me donner? Alors, tous les journalistes d'investigation vous diront bah,
quand quelqu'un nous donne des documents, quand une source nous donne des documents, la première chose qu'on lui dit, c'est merci. La deuxième, c'est est-ce que vous avez autre chose? Donc, Julian Assange, est-ce que vous avez autre chose? Eh bien, dans l'esprit du département de justice des États-Unis, ça s'appelle un encouragement à commettre un vol de documents du gouvernement. Est-ce que tu as autre chose? En soi-même, cette question est une accusation et qui peut lui valoir 15 ans. Et comme ça, on en a toute une empilade comme ça. En gros, ils ont pris un échange de courrier entre Julian Assange et Chelsea Manning, et chacune des phrases, ils ont décortiqué pour y trouver quelque chose pour lequel ils pourraient l'accuser et l'emmener en prison. Donc, la justice britannique, en fait, vient de valider la criminalisation du journalisme d'investigation. Ça devrait être une grosse nouvelle, mais non, pour l'instant, pas. Deuxième élément important, l'extraterritorialité de cette affaire. En gros, de quoi se mêlent les Américains? Qu'est-ce que la loi de 1917 et pourquoi cette loi s'appliquerait-elle soudainement à un Australien vivant à Paris à l'époque, dont la société se trouve à Reykjavik et qui travaillait en Angleterre et qui faisait ce que toute la grande presse de l'époque faisait, c'est-à-dire produire et publier des documents, Wikileaks n'étant pas les seuls à les avoir publiés. Cet aspect de l'extraterritorialité est, à mon avis, un des aspects les plus aussi importants ou aussi dangereux que le précédent, parce que, à l'instar de l'anonymat de Wikileaks qui garantit la sécurité des lanceurs d'alerte, on peut dire que ce sont les frontières qui garantissent la sécurité des journalistes d'investigation. C'est un journaliste australien, d'ailleurs, qui m'a donné cette image. Il dit que lorsque je vais faire un documentaire à Jakarta, en Indonésie, je retourne en Australie pour le projeter. Je ne reste pas à Jakarta. Ce qui me protège, c'est les frontières. Si demain, les frontières ne protègent plus le journalisme d'investigation a peu de chances d'y survivre. On pourrait aussi faire une conférence entière uniquement sur les conditions de traitement de Julian Assange. Je vais juste donner quelques exemples pour vous donner des idées. Tu m'entends? On va passer à la phase du débat. Je crois que quelqu'un parle, mais je n'entends pas. Est-ce que tu m'entends, Victor? Oui. Est-ce que tu peux te donner quelques instants pour aller vers une première conclusion et qu'ensuite on puisse passer à la phase de questions-réponses avec la salle? Oui. Désolé. Oui, non, il n'y a pas de problème. J'ouvre une parenthèse pour dire que parfois, les conférences, lorsqu'on veut faire tout le tour de la question, peuvent durer 3 heures. Donc, c'est une affaire extrêmement compliquée avec des ramifications extrêmes. Le traitement de Julian Assange, à lui seul, pourrait faire l'objet. Il est accusé par le rapporteur spécial des Nations Unies qui ne parle pas à la légère, c'est son métier de parler des mauvais traitements et des tortures. Il dit que Julian Assange, qu'il a fait examiner par des psychiatres spécialisés dans ce domaine, qu'il a fait l'objet de tortures psychologiques aux effets probablement irréversibles. Lors du procès en appel de Julian Assange, il a fait une mini AVC en direct, sans que cela trouble plus que ça les juges britanniques qui ont continué comme si rien n'était. Et cette affaire du traitement physique de Julian Assange, qui, rappelons-le, se trouve dans une prison de haute sécurité alors qu'il n'est condamné à rien, c'est-à-dire en préventif, dans une prison de haute sécurité, c'est un cas unique en Europe occidentale, et je crois que c'est le seul cas en Europe occidentale dans l'histoire. On n'a jamais enfermé quelqu'un dans une prison de haute sécurité en préventif. C'est simple fait, et en isolement, pardon, j'ai oublié de le dire. Donc en préventif, en isolement 23h30 par jour, dans une prison de haute sécurité, c'est du jamais vu et ça n'a pas l'air de troubler plus que ça. Dernière chose que je voudrais pour donner une idée du refus d'information, d'informer des grands médias. Il y a un événement qui s'est produit le 21 juin 2021. Un des chefs d'accusation des Américains contre Julian Assange s'appuie sur le témoignage d'une personne qui s'appelle Siggy Thordarson, que nous connaissons déjà à l'époque de Wikileaks, un escroc notoire. Siggy Thordarson est un psychopathe diagnostiqué qui a fait des séjours en prison
et qui a témoigné que Julian Assange l'a encouragé à pirater les ordinateurs du Pentagone. Il se trouve que Siggy Þórðarson n'est pas un informaticien du tout, qui n'y connaît rien, mais il a donné une interview à un journaliste islandais où il a avoué avoir menti. Alors, un psychopathe qui ment, est-ce qu'il ment quand il ment ou est-ce qu'il ment quand il dit qu'il ment? Ben, il a donné les preuves. Et en Islande, le journaliste a publié l'article et, tout content de son scoop, l'a fait savoir à toute la grande presse, notamment les anciens partenaires. Je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, pas un seul grand média n'a révélé ce fait pourtant crucial et extrêmement factuel, que le seul témoin des États-Unis contre Julian Assange a avoué avoir menti. Siggy Þórðarson est lui-même en prison en Islande, dans une prison de haute sécurité depuis septembre 2021. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé d'alerter la grande presse. Nous les avons interpellés par Twitter, par Facebook, par email, je dis nous, les gens de la solidarité, sans que cela produise une seule réaction de leur part. Des exemples de ce type ou de cet ordre-là, j'en ai des dizaines et des dizaines. Je suis prêt donc pour les questions. Je précise que je ne vous vois que de dos, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai l'impression de vous regarder, mais en fait, la caméra est placée au fond de la salle. Et... Victor, merci. Déjà, bravo pour ton intervention à la fois brillante et passionnante. J'entends très mal. Il y a eu les applaudissements de la salle. Il a fallu qu'on les arrête d'ailleurs. Mais maintenant, comme c'est notre habitude et notre principe, on va passer aux questions avec le public et on va donner le micro à la salle. Donc, je pense qu'il va y avoir des questions. On est deux avec des micros. Alors, qui a des questions? Ici. Ça me trouble un peu de ne pas voir les visages. La prochaine fois, on achètera une caméra sur la scène. Coucou, madame. Regardez la caméra qui est là-haut. Non, mais vous n'êtes pas obligé de vous compter. Non, mais tranquille. J'entends pas. Vous m'entendez maintenant? Non. M'entendez-vous? J'entends très loin. Et là, vous m'entendez? Là, j'entends parfaitement. Alors, on va changer de micro. Bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Moi aussi. Bonsoir, monsieur Guénage. Je vais peut-être essayer de commencer en essayant de moins vous froisser. Mais je viens de voir et d'entendre et vos commentaires et ce film, et j'ai l'impression d'avoir assisté à une rubrique nécrologique de nos libertés. Ah, pardon, hein? À une rubrique nécrologique. De nos libertés? Ah, là, d'un seul coup, il n'y a plus de son. Non, pas de son. Allô? Oui, ça y est, vous m'entendez bien? En fait, je vous entends comme s'il y avait un autre micro qui traînait dans la salle et qui vous captait de très loin. Alors, je ne sais pas si c'est celui que vous avez ou s'il y a un autre micro qui est en train de capter quelque chose très, 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 très faiblement. En ce qui me concerne, j'en ai 4 micros, donc... Là, c'est bon. C'est peut-être la position, hein, du micro. Je vais essayer. Je trouve qu'il y a à la fois une corrélation entre votre présentation et les images qu'on a vues, et en même temps un paradoxe, parce que je peux imaginer plein d'espoir et plein d'envie de combattre, mais en même temps, vous faites un combat tellement sinistre de ce pouvoir contre lequel on ne peut rien, qu'on a l'impression que les dés sont jetés, quoi, que tout est équipé. Et que le moindre combat qu'on pourrait évoquer seul ou à plusieurs se heurtera forcément à ce pouvoir gigantesque qu'ils ont créé depuis tellement longtemps, qu'ils ont confiné, construit, et contre lequel on est vraiment impuissant. J'ai fini mon intervention. Merci. Écoutez, merci pour la question. D'abord, Julian Assange lui-même a dit, si on n'y prêtait pas attention, nous serions peut-être les dernières générations libres.
Donc, ça commençait mal, cette histoire. Mais je crois aussi qu'on a raté une coche, ouais, en ne comprenant pas le rôle majeur que pouvait jouer Wikileaks à l'époque. J'ai tendance à les mettre sur un podium, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que c'était les premiers et parce qu'il fallait que l'opération ne se répète pas et parce que cette opération a réussi. Et parce qu'elle a réussi, c'est aussi à cause de notre faute. Nous, le public. J'avoue que j'en fais partie parce que j'ai dit que je suis Wikileaks depuis 10 ans, mais je me suis réintéressé à la défense de Julian Assange que depuis 4. Donc pendant 6 ans, j'ai baissé la garde et j'ai été sensible aux arguments anti-Assange. Je suis tombé dans le panneau aussi. Et la campagne a fonctionné. In fine, il y a une grande réflexion là sur comment combattre ce qui nous attend. Je crois, moi, que nous n'allons pas du tout dans la bonne direction. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Et que la transparence, l'exigence de la transparence de l'information devrait être une des exigences majeures à inscrire dans la Constitution, à faire partie de tous nos combats, toute notre lutte. Notre droit de savoir. Sans le droit de savoir et sans savoir, Julian Assange, je le répète, un peuple mal informé prend de mauvaises décisions. Vous qui m'avez posé la question, moi, si nous sommes mal informés, nous prenons de mauvaises décisions. Notre enthousiasme n'y changera rien. Donc, tout part de l'information, le droit d'être informé. Ce droit est de moins en moins reconnu. Je sais qu'on le blablate de plus en plus, mais en fait, dans les faits, allez, je vais balancer un truc, un détail, mais peu importe ce que vous pensez de RT, le média russe, mais à le début de la guerre en Ukraine, le fait qu'on ait pu l'interdire sur toute l'Union européenne, sous prétexte, à tort ou à raison, que c'est un outil de propagande, moi, ça m'a scandalisé. Je pensais que les gens se scandaliseraient en disant il est hors de question que nous nous placions, si vous voulez, dans la position des Russes eux-mêmes qui apparemment n'ont pas droit au pluralisme de l'information. Eh bien, nous tirons le balle dans le pied de nous-mêmes. C'est un détail, mais cette tendance que les pouvoirs ont de ne pas, ou plutôt de se rendre obscurs, ne nous rend pas service. Et je crois que c'est là où le bas blesse, oui, je suis. Et quant à le sort de Julian Assange lui-même, moi, j'ai commencé ce combat il y a 4 ans en déclarant la chose suivante. Je ne pense pas qu'on le sauvera. Le niveau de mobilisation est loin d'être le niveau nécessaire, mais en tout état de cause, je ferai tout mon possible pour qu'on lui fasse une belle haie d'honneur. Alors, ouais, c'est pas très optimiste, n'empêche que j'y consacre tout mon temps depuis 4 ans. Donc, c'est pas parce qu'on ne pense pas gagner qu'on ne le combat pas, hein, c'est une position. Cela dit, les choses commencent à changer et peut-être on est dans une fenêtre de tir là qui est extrêmement précis. D'aucuns très proches de l'affaire m'ont dit qu'ils étaient prudemment optimistes. C'est le terme qui m'a été donné, à cause de signes du pouvoir australien, etc. Mais ouais. Pardon de vous couper. Une autre question. Oui, il semble que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Il semble que le problème vient, enfin, moi, de toute façon, je suis persuadée que le problème vient vraiment des médias. D'une manière générale, dans la démocratie, le rôle des médias est absolument crucial, clairement. Et là, on le voit, effectivement, ça crève les yeux. Moi, la question que je me pose, c'est effectivement, et puis bon, les récents événements ces dernières années ont montré que il y avait une réelle, comment dire, je trouve pas le mot, une censure en fait qui était de plus en plus forte, y compris sur Internet. C'est-à-dire que non seulement les médias institutionnels effectivement font, enfin moi j'appelle ça de la propagande. Enfin, disent tous la même chose et c'est l'AFP qui donne là et bon, tout le monde reprend ce que dit l'AFP et avec les termes de l'AFP et sans aucune vérification, véritablement. Mais en plus, même sur Internet, il y a de plus en plus de censure. Et qu'est-ce qu'on peut espérer est-ce qu'on peut espérer quand même arriver à mobiliser des gens sur des choses sans avoir une réelle liberté sur Internet, quoi. Voilà, je me pose la question en fait du rôle des médias alternatifs sur Internet. Très surfait à mon avis. Le rôle des médias alternatifs est très surfait. On a cru qu'on avait un contre-pouvoir, mais il se trouve que l'ennemi
utilisent l'Internet aussi bien que nous, sinon mieux. Bon, cela dit, sur des questions génériques ou générales de stratégie, de politique, etc., je crains que, non pas que je n'ai pas une opinion, je peux en parler pendant des heures, mais que ça me fasse sortir un peu du cadre du débat. Pour l'instant, on peut peut-être repousser ce genre de questions vers la fin pour se consacrer sur Julian Assange lui-même ou sur l'affaire ou ce qu'il représente. Mais j'aimerais parler de ça parce que j'ai une théorie sur la liberté de la presse qui surprend généralement, mais qui finit par convaincre aussi généralement. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Assez loin, mais j'entends, oui. C'est vrai que je suis loin. Je suis dans le tronc. Voilà. C'est mieux comme ça, peut-être. Ouais, ça a l'air d'être une position de micro qui change tout. Ben, écoutez, moi, alors je suis un peu étonnée tout à l'heure d'entendre, je voyais pas la personne qui posait la question, mais qu'on commence par reprocher à la personne qui vient nous donner enfin des informations d'être pessimiste, enfin d'engendrer le pessimisme. Je trouve ça quand même normal de commencer comme ça. Moi, personnellement, je suis vraiment heureuse de voir que enfin on en parle. Et ça fait des années que je suis cette affaire, en fait, et je suis tombée par hasard sur le journal, justement, qui s'appelle Le Grand Soir, dont je connaissais pas Victor Village, et j'ai appris au travers de l'affaire Assange tout ce qui se passait. Il y a des comptes rendus qui sont faits de toutes les audiences au tribunal qui sont vraiment dignes de l'Inquisition au Moyen-Âge. Enfin, moi, j'en reviens pas que ça puisse arriver dans un pays comme l'Angleterre. Et c'est vraiment, c'est très, très long. Et plus le temps passe et plus c'est long de s'informer. Mais n'empêche que tout y est, quoi. Enfin, je veux dire, si on veut savoir, il suffit de se rendre là où c'est écrit. Enfin, et c'est pas la même personne qui l'a écrit. Ce sont au fil des audiences, à chaque fois, des journalistes ou des gens qui faisaient partie ou du comité de défense, enfin, en tout cas, qui ont eu à cœur de rapporter tout ce qui se passait. Alors moi, j'ai pas la mémoire suffisante, justement, du tout pour le raconter, et je suis bien contente que quelqu'un comme Victor Dédage s'en charge, et puis qu'il y ait toujours des écrits qu'on peut consulter, et tous les lundis, je vais là, sur le coin en haut à droite de la page du journal, et je constate que tous les lundis, en Belgique notamment, mais probablement ailleurs, il y a des gens qui se réunissent et qui manifestent. Des fois, ils sont pas très nombreux, des fois, ils le sont plus. Et il me semble bien qu'il y a eu une manifestation à Paris il n'y a pas bien longtemps, peut-être avant les fêtes, non? Hein, c'est ça? Je sais plus. Enfin, je pourrais nous dire. Mais je trouve que plus on s'informe et plus on a envie de faire quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Ben, en tout cas, merci. C'est compliqué de mobiliser sur Assange parce que les dégâts des médias institutionnels sur un seul type, je me souviens à une époque où il parlait de ses chaussettes. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi, Victor, tu penses à ses chaussettes? Et puis, il y a quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et je me suis... La désinformation, comme je vous ai dit, elle est encore répandue, mais ça commence à se fissurer. Il y a eu une manifestation au mois d'octobre à Londres, où on a fait une chaîne humaine, j'y étais, une chaîne humaine autour de Westminster, le Parlement européen, britannique. Il fallait traverser le Tamise, revenir, etc. C'est une chaîne de 2,5 km, une chaîne humaine en se tenant la main. Il y avait beaucoup plus de monde présent que nécessaire pour faire la chaîne. Pratiquement aucun média n'en a parlé. L'opération a été une réussite totale, mais les gens sont venus du monde entier. Donc, encore une fois, il y a des paradoxes comme ça, où j'ai dit, Julian Assange n'est pas seul, il est isolé. On a l'impression que tout est fait pour que vous, dans cette salle et ailleurs, ne vous intéressiez pas réellement à cette affaire. Mais plus en plus de gens, au fur et à mesure qu'ils en prennent connaissance, s'en offusquent et se mobilisent. Donc, le temps joue en notre faveur, c'est sûr et certain.
Je ne sais pas combien de temps on a devant nous. Julian Assange peut se retrouver dès demain matin dans un avion. Je ne pense pas que d'ici demain matin, nous aurions la mobilisation suffisante pour empêcher l'avion de décoller. Donc, je navigue dans le brouillard. J'ai un optimisme de cœur, mais un pessimisme de raison, parce que je sais ce qu'il faut, parce que participer à d'autres combats, ce qu'il faut pour sauver un homme des griffes de l'Empire américain. On n'y est pas encore. Et pourtant, on s'en approche, on s'en approche, on s'en approche. La pression. Alors maintenant, ce n'est plus moi qui parle, c'est l'avocat principal de Julian Assange. C'est simple, en théorie. L'affaire Julian Assange est un procès politique et rien d'autre. Politique. Or, en Occident, les procès politiques, officiellement, ça n'existe pas. Donc, les procès politiques doivent se dérouler dans l'ombre. D'où le désintérêt des grands médias pour ne pas nous parler de ce procès politique. Ils vont même jusqu'à interdire l'accès au tribunal d'ONG comme Amnesty, qui a déclaré que c'est la première fois de son existence qu'on lui a interdit l'accès à une salle. Imaginez à quel point est-ce que ce point d'iceberg devrait vous informer sur le reste de l'affaire. Amnesty International n'a pas pu avoir accès à la salle d'audience. Elle dit, c'est Amnesty qui parle, ça ne nous arrive même pas dans les dictatures ou en Turquie où il y a des dizaines et des dizaines de journalistes enfermés. Même dans ces pays-là, on nous laisse rentrer dans le tribunal en tant qu'observateur. Pas à l'ombre. Donc, les procès politiques n'existant pas, officiellement, on les fait mourir en les traînant, hurlant et débattant en pleine lumière. C'est comme les vampires, c'est en plein soleil qu'ils meurent. Donc, plus on parle de cette affaire, plus on interpelle les journalistes sur cette affaire, plus on interpelle ses élus sur cette affaire. J'étais un des co-auteurs du projet d'accorder l'asile politique au Parlement européen au mois de février de l'année dernière, qui n'a pas abouti, mais plus on fera parler de cette affaire, plus on connaîtra de cette affaire, et moins on se laissera avoir par les légendes urbaines et les mensonges médiatiques, et plus ses chances de s'en sortir sont grandes, parce qu'il s'agit d'un procès politique. Vous avez peut-être entendu parler récemment d'un communiqué signé par 5 journaux de Tribune de solidarité avec Julian Assange, signé par Le Monde, The Guardian, New York Times et The Spiegel. Et en 5 paragraphes, ils ont réussi à glisser 4 contre-vérités. C'est pour dire si on a encore du pain sur la planche. Mais petit à petit, on y arrive. En tout cas, à chaque conférence, on fait des nouveaux adeptes. À tel point, je ne vous le cache pas, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais des réunions même dans le salon des gens, genre réunion Tupperware, je me rends chez les gens, dans la banlieue parisienne. Si vous avez des amis, j'espère que vous en avez, vous les réunissez dans votre salon et on se tape une conf sur Julian Assange. Si vous habitez trop loin, on peut le faire par visio chez vous. On est plusieurs à le faire. Victor, tu pourrais nous envoyer l'article du Monde dont tu parles? Ah, ça a été, il y a une tribune qui est parue il y a 15 jours. 5 grands journaux, dont en fait c'était un article signé par les 5 rédactions de 5 journaux qui ont collaboré avec Wikileaks, qui disent qu'il faut que la justice américaine abandonne cette affaire. Mais à l'intérieur, ils font 4 erreurs factuelles. Par exemple, ils continuent d'appeler Julian Assange un lanceur d'alerte. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte. C'est un journaliste, il a sa carte de presse délivrée par Anthony Bélanger lui-même. Et la nuance n'est pas subtile du tout, parce qu'aux États-Unis, les lanceurs d'alerte vont en prison, alors que les journalistes sont protégés par le premier amendement. Ce n'est pas qu'une guerre de vocabulaire, c'est très précis. Alors, le lien, je pourrais te l'envoyer au email, mais pas ici dans la salle, c'est ça que je veux dire. Oui, non, sur l'email, comme ça on fera passer à tout le monde. Oui, mais il faudrait passer la critique que j'ai écrite sur le fact-checking auquel j'ai procédé. Parce que, par exemple, un truc qui revient très souvent, Julian Assange aurait mis des vies en danger. Ça, c'est les journalistes, c'est un de leurs arguments, oui, parce qu'il a publié des documents comme ça en vrac, sans les censurer, en enlevant les noms. C'est quand même incroyable comment l'histoire peut être réécrite. Il y a des choses, si j'avais su, il y a 10 ans, qu'on les raconterait comme ça aujourd'hui, j'aurais pris plus de précautions et j'aurais accumulé plus de documentation.
mais je me souviens d'un article de 11 juillet 2011. 11 juillet 2011, où Julian Assange, dans le Sydney Morning Herald, le plus grand quotidien australien, écrit un article où il s'énerve contre ses partenaires de la grande presse qui veulent absolument publier le plus vite possible les révélations sans que Wikileaks ait le temps de justement prendre les précautions. C'est-à-dire que si on reprend l'histoire dans l'ordre chronologique, c'est Julian Assange qui est en train de reprocher aux médias de le pousser à publier le plus vite possible au risque de mettre des vies en danger juste pour avoir le scoop. Il qualifie même de ces gens-là de gamins dans une cour de récréation. Mais 20 ans, 10 ans plus tard, voilà-t-il pas que eux, les partenaires, les ex-partenaires, un peu comme si c'était pour se dédouaner, un peu comme si c'était pour se tenir à l'écart de ce pestiféré qui est attaqué par les États-Unis, mais pas eux, ouf, un peu comme s'ils avaient voulu consciemment réécrire l'histoire pour charger la barque de Wikileaks. D'ailleurs, un homme a eu une élégance récemment, c'est Andrew Young ou Paul Young, je ne me souviens plus, qui a demandé au département de justice américain, il y a une semaine ou deux, officiellement, il leur a demandé qu'il soit inculpé aux côtés de Julian Assange parce que lui a publié les mêmes documents que Julian Assange. C'est le seul. Et c'est le responsable d'un site sur Internet, Média Alternatif. Il n'y a pas un seul des journalistes mainstream qui a osé, qui a eu l'élégance, si vous voulez, d'avoir ce geste, de dire que si vous inculpez Julian Assange pour avoir publié les mêmes documents que nous, alors il faut nous inculper aussi. Mais remarquez que les Américains ne reprochent pas officiellement à Julian Assange d'avoir publié les documents, ils l'accusent d'avoir espionné. Ils ont mis beaucoup de temps pour trouver l'angle d'attaque. D'autres questions dans la salle? Et pendant que les mains vont peut-être se lever, Victor, est-ce que Gérard t'a dit qu'on a l'habitude de t'enregistrer et de publier sur notre page YouTube les débats. Donc, d'accord pour qu'on publie. Oui. Plus on est de fous et plus on a de chances de le sortir de là. Est-ce qu'il y a encore une intervention? Deuxième chance pour monsieur, là. Allez, deuxième fois. Ah, là, non, j'ai vu une main qui... On a une heure limite, là. Oui, on va se donner encore 20 minutes, si vous êtes d'accord, Gérard. Non, parce que j'avais d'autres histoires à vous raconter, mais ce sera pour une autre fois. Bon, c'est juste pour répondre à ma copine tout à l'heure. Je n'ai pas voulu vous vexer ni quoi que ce soit, ni mettre en doute l'optimisme que vous montrez, mais c'est le bilan que vous faites qui est sournois. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a plus aucune chance. Ils sont tellement puissants qu'on pourra se battre jusqu'au dernier. Déjà tout préparé, c'est ça qui fait triper finalement. Et Julian Assange, évidemment, je ne vois pas un jour en pleine santé, ça c'est évident. Ils l'ont coincé et ils ne le lâcheront pas. Donc, toutefois, ils ne le lâcheront plus. Parce qu'il aura trop de choses à raconter sur lui et sur ce qu'il est en train de vivre, certainement. Il vivra, si jamais il est extradé aux États-Unis, ne le lâcheront plus, c'est terminé. Le problème, c'est ton combat. Ton combat, il est noble, il est exceptionnel. Vous faites un truc exceptionnel aussi dans le sens où vous le suivez depuis des années. Sauf qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, non pas comme pas pour vous vexer, mais comme si non, mais je l'ai très bien pris. D'impatient et que je viens voir vous en tant que docteur et que je vous demande le bilan de la personne que je viens de vous amener et que vous me dites comme dans un soin palliatif, c'est terminé dans 10 jours, il est mort. Quoi. En gros, c'était ça. J'étais plein d'espoir de voir vous discuter avec vous. Elle est dégueulasse, quoi. Elle est toute dégueulasse. Excusez-moi. Écoutez, ouais. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça et le retour dans les salles, le Vox Populi, etc., me rend optimiste parce que les gens, ils sont touchés par cette affaire. Hein. J'ai vu des gens sortir de salles de cinéma à Paris avec le larme à l'œil après ce documentaire. Et encore, vous n'avez pas vu Ithaca, qui est un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est le tournage
du combat du père et de la femme de Julian Assange dans leur quotidien, ce que eux, ils subissent et ce que eux, ils mènent comme combat. Et là, je vous assure que vous vous rendez compte à quel point ce sont des êtres exceptionnels et à quel point aussi le combat paraît dérisoire, une sorte de David contre Goliath. Mais ça donne plus de raisons de le faire. Hein. S'il était défendu par toutes les grandes institutions de la planète, vous savez, je serais peut-être en train de faire autre chose. C'est parce qu'on est dans cette situation-là que je suis. Ah, petite précision, les dernières images que vous avez vues dans le documentaire autour de la prison, vous savez, c'est « Oh oui, saying », les gens en train de chanter, tout ça. Un tiers du public, à peu près, était français. Hein. Petite information. Je sais, j'y étais. Il y a eu 2 bus de Français qui étaient organisés, qui sont allés là-bas et qui ont donné un coup de main, un soutien aux Britanniques qui sont encore plus mal lotis que les Français. Je pense que c'est en France que l'affaire Julian Assange est le mieux compris et le mieux soutenu à cause d'un travail de fond. Pas moi, hein, d'autres. Mais en Grande-Bretagne, je me réunis tous les mardis avec les Britanniques par vidéoconférence. Tous les samedis, depuis 4 ans, ils sont à Belmarsh, ils sont 5 ou 6. Tous les samedis, ils sont à Piccadilly Circus. Le samedi après-midi, ils sont au maximum 15. Donc, quand on se retrouve à 250 à Paris autour de la Statue de la Liberté, ouais, c'est pas mal. Mais il y a encore du chemin à faire. C'est plutôt en Angleterre que ça va se passer. On fait ce qu'on peut ici en France. Alors, on a une nouvelle intervention de madame. Oui. Bon, ben moi, je reprends la parole aussi pour dire pourquoi j'ai pas le droit. Mais prenez-la, si vous voulez, je vous donne le micro, ce serait un plaisir. Bon, je voulais juste dire que grâce au livre de Nils Belzer, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je dois pas être la seule, je trouve que c'est très accessible et puis ça rend pas pessimiste du tout. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'est très important qu'il y ait eu aussi ce livre. Maintenant qu'en plus il est plus rapporteur contre la torture puisque son mandat est terminé au bout de 3 ans, il laisse derrière lui un livre. Le voilà. Non, ça c'est 2 autres livres. Oui, c'est 2 autres livres, mais en Ça tout c'est cas, le médecin. dans lequel je pense que on peut très très bien comprendre tout ce qui s'est passé pas à pas. On peut le reprendre. Ça va peut-être aussi plus lentement qu'un film, parce que moi j'ai eu du mal à le suivre le film, hein, du fait qu'il faut regarder les sous-titres. Enfin, il y a trop d'informations à la fois. Voilà. Excusez-moi d'être enthousiaste, mais je rends le micro avec plaisir à qui veut. Pendant qu'on parle des livres, je veux juste vous présenter. Alors, il a le même nom que le DVD, que le film. C'est sur les Mutins de Plongée qui ont sorti ce livre à l'origine, accompagné le DVD qui était en vente. Et le DVD est épuisé. Gros succès. Mais il continue à sortir le livre. Et ce livre est une compilation des meilleurs articles sur l'affaire Julian Assange, écrits par les plus grands journalistes d'investigation du moment, plus 2 ou 3 rigolos comme votre serviteur. Et qui explique et qui présente surtout une chronologie de l'affaire Assange tout au long. Et je pense que c'est un des meilleurs documents pour prendre connaissance et avoir une vue générale de l'affaire. Et enfin, il y a ça que nous avons traduit en français, que j'ai traduit, qui est chez Investigation, les maisons de Michel Collomb, qui est une compilation faite par une journaliste américaine sur, non pas des citations, parce que citations, ça fait un peu lapidaire, sur des paragraphes et des réflexions et des extraits d'interviews, de bouquins. C'est un travail d'1 an. Il n'est pas très épais, mais comme Julian Assange est bâillonné depuis 4 ans, on a pensé que c'était une bonne idée de lui redonner la parole et de savoir qui c'est ce Gugus finalement, qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il a fait ça. Eh ben, c'est un outil pour vous aider à le comprendre. Voilà. On va se donner 20 minutes. Et tu peux développer si tu avais d'autres infos. Tu disais que tu avais une autre histoire à nous raconter. Ah, écoutez, alors là, je vais maintenant présenter un point qui est peut-être le seul point. Alors d'abord, je vais faire quelque chose que j'ai oublié de dire d'une manière générale, que je dis. Tout ce que j'ai affirmé là, tous les coups de colère que j'ai eus, toutes les piques que j'ai pu lancer, elles sont partagées par toutes les organisations de solidarité, y compris par les syndicats de journalistes SNJ, CGT. Si vous écoutez les interventions de leurs secrétaires généraux, ils sont parfois plus virulents que moi sur cette affaire.
plus récemment, mais parfois encore plus virulents. Ce sont des opinions largement partagées par cette galaxie d'ONG. L'affaire est grave, la situation est dangereuse, scandaleuse. Il y a eu une négation de l'état de droit et un piège monté contre Wikileaks, contre Julian Assange et contre nous. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Ce n'est pas que Victor Dedache comme ça qui... Je ne me permettrai pas d'ailleurs, parce que je suis là pour essayer d'aider Julian Assange et j'essaie d'éviter de confondre son combat et mes opinions personnelles. Par contre, là, maintenant, j'ouvre une parenthèse et c'est peut-être le moment où l'affaire Julian Assange, pour moi, est probablement l'affaire la plus révélatrice de l'état réel de la grande presse aujourd'hui. Lorsque j'ai parlé de Siggy Thordarson, le seul témoin que les États-Unis ont contre Julian Assange, qui avoue avoir menti, et qu'aucun journal ne relaie cette information, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, vous pouvez être abonné au journal Le Monde, vous pouvez avoir la confiance que vous voulez dans les grands médias. Je m'excuse, mais ce simple fait-là est un élément qui démontre l'état de décrépitude. La profession est une profession sinistrée. La profession de journalistique est sinistrée. Récemment, une journaliste qui m'a interviewé me dit à la fin, hors antenne, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Julian Assange? Je lui ai répondu, mais c'est une journaliste qui demande ça à un informaticien à la retraite. Le simple fait que tu penses me poser cette question à moi montre dans quel état de désespoir intellectuel toi tu te trouves. Déjà pour commencer. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il est courant dans l'affaire Assange, et ils en parlent dans le documentaire, de le présenter comme une affaire qui met en danger la liberté de la presse. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. D'ailleurs, j'aimerais poser une question à la salle. Qui est contre la liberté de la presse? Levez la main. Il n'y a personne. Si, moi. Moi, je suis contre la liberté de la presse. Je vais vous dire pourquoi. Si on considère que la presse est une industrie, non, pardon, la presse, d'abord, est souvent présentée comme un ensemble composé d'éléments homogènes aux intérêts partagés et aux priorités communes. C'est comme si on comparait votre petit épicier bio du coin avec le hypermarché de banlieue. Vous croyez vraiment que tous les médias, toute la presse a les mêmes intérêts et partage les mêmes objectifs? Vous plaisantez ou quoi? Et enfin, la liberté, tant que vous ne me précisez pas en quoi consiste cette liberté, je ne vous suivrai pas. Est-ce que cette liberté inclut la liberté de mentir, la liberté de parler d'armes de destruction massive qui n'existent pas, la liberté de mal nous informer sur l'affaire Assange, la liberté de ne pas nous dire que le témoin principal a avoué avoir menti, parce qu'aucun de ces médias ne s'est plaint de pression, ils l'ont fait en toute liberté. En toute liberté, ils ont décidé d'être ce qu'ils sont devenus en Occident. Donc moi, quand je parle de liberté de la presse et quand Bolloré parle de liberté de la presse, il est probable qu'il ne parle pas de la même presse, ni de la même liberté que moi. Donc, une formule qui peut servir à la fois à moi et à mon ennemi, je trouve qu'il y a un problème. Et je propose qu'on le modifie, qu'on fasse un changement de paradigme et qu'on revienne aux sources, qui est d'ailleurs celui du combat de Wikileaks. Et de dire, la liberté de la presse, comme la liberté de l'industrie pharmaceutique, par exemple, ne peut agir que dans le cadre de notre droit à la santé. En principe et officiellement, l'industrie pharmaceutique n'a pas le droit d'agir volontairement contre notre santé, ou l'industrie agroalimentaire contre notre... Donc, il y a un cadre restrictif qui est notre droit à la santé, notre droit à bien manger. Si on considère que l'information est un droit, que nous avons un droit à l'information, je dis, moi, que la liberté de la presse ne devrait avoir le droit que de s'exercer à l'intérieur de ce droit à l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'informer n'est plus une liberté pour la presse, mais un devoir. Et il y a et cette idée de devoir induit qu'il doit y avoir aussi des moyens mis à leur disposition. Les modèles économiques existants actuels font que dire la vérité ou dire le mensonge ou faire son travail bien ou faire son travail mal, finalement, ça, du point de vue purement économique, ça revient au même. Ce n'est pas ça qui fait gagner le plus d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que le combat pour notre droit à savoir devrait être le combat, celui de nos exigences, pas la liberté de la presse, mais notre droit de savoir, que ce soit par la presse ou par d'autres moyens, je m'en fiche, nous avons le droit de savoir.
ce que font les pouvoirs, comment ils fonctionnent, etc. etc. Donc, et le combat de Julian Assange à l'intérieur de Wikileaks, qui était à l'intérieur des cypherpunks, qui était à l'intérieur du grand combat du droit de savoir, c'est exactement ça. Pourquoi je conteste ça? Parce que je pense que l'affaire Wikileaks est symbolique de quelque chose d'encore plus vaste, d'un mouvement qui est en cours, qui est encore plus pessimiste. Alors, pour raconter une histoire, il paraît qu'il faut savoir choisir le début, et je vais remonter à la Seconde Guerre mondiale et au tribunal de Nuremberg. Et ce que je vais vous dire a été validé par Nils Melzer lui-même, à qui j'ai posé la question, est-ce que ce n'est pas tiré par les cheveux? Et il me dit, vous avez raison. Donc, le tribunal de Nuremberg, comme vous le savez, a été monté pour juger certaines choses. Et ce que le tribunal de Nuremberg nous a laissé, ce sont des principes de Nuremberg qui ont servi peu ou prou à tisser le droit international depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses qui sont évidentes aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément avant la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi ces principes de Nuremberg, il y en a 3 qui vont nous intéresser dans l'affaire Wikileaks. Principe numéro 1. Le tribunal de Nuremberg n'a pas jugé, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les crimes de guerre individuels, crime par crime. Le tribunal de Nuremberg a jugé que le crime des crimes, le crime absolu, le crime qui englobe tous les crimes et qui vous rend coupable de tous les autres crimes commis dans le processus, c'est les guerres non provoquées. Déclencher une guerre non provoquée vous rend coupable automatiquement de tous les crimes commis pendant la guerre. C'est ce que le tribunal de Nuremberg a dit. Et d'ailleurs, à une époque où les pays envahissaient d'autres pays, et l'actualité en ce moment, mais bon, certains vont me répondre, c'est plus compliqué que ça, c'était le crime des crimes. Donc, principe numéro 1. Principe numéro 2 du tribunal de Nuremberg, suivre des ordres, obéir à des ordres n'est plus un argument de défense. Le tribunal de Nuremberg a dit, vous avez non seulement un droit de refuser des ordres illégaux, mais un devoir de les refuser. Donc, dire que vous obéissez à des ordres, ce n'est pas un argument de défense. OK. Et troisième, alors ça, c'est très, très peu connu, et je suis tombé dessus par hasard, parce que je vous invite à aller sur le site nuremberg.net. J'ai découvert qu'un journaliste allemand, qui n'avait pas de sang sur les mains directement, a été condamné à mort, exécuté, pour avoir fait de la propagande pro-guerre. Oui, mesdames, messieurs, un journaliste a été exécuté pour avoir fait de la propagande pro-guerre. Parce que le tribunal de Nuremberg a estimé que la diffusion de propagande, de mensonges, etc., la participation, la préparation de l'opinion publique à une guerre non provoquée constituait à part entière le crime lui-même, dont on faisait partie. Je vais vous dire que si on appliquait tous les principes de Nuremberg aujourd'hui, il y aurait des rédactions qui seraient un peu dégarnies, je crois. Maintenant, comparons ça à l'affaire Assange. C'est pour ça que j'en parle de ces 3 principes. Le crime des crimes, c'est les guerres non provoquées. Eh ben, aujourd'hui, qui est en train d'attaquer Julian Assange? Qui sont les procureurs? Qui sont ceux qui l'ont attrapé? Sinon, les États-Unis, grands habitués des guerres non provoquées. C'est-à-dire que les accusés de l'époque de Nuremberg sont devenus les accusateurs. Le deuxième principe que j'avais énoncé, qui est celui de obéir à des ordres, n'est plus un argument, n'est plus une excuse. Eh bien, nous sommes passés à aucun des auteurs des crimes révélés par Wikileaks n'a été puni, n'a été fait l'objet de poursuites. C'est celui qui les a révélés qui a fait l'objet de poursuites. Et certains ont même été médaillés et promus aux États-Unis. Pour quelle raison? Pour avoir rendu service à la patrie. Autrement dit, pour avoir obéi à des ordres. Et enfin, le troisième principe, vous le voyez venir gros comme une maison, d'un journaliste condamné à mort pour la propagande pro-guerre, nous sommes passés à la lente mise à mort du journaliste le plus anti-guerre, le plus conséquent et le plus efficace du XXIe siècle. Et donc, j'irai même plus loin que dire que l'affaire Assange est une remise en cause ou un danger pour la liberté de la presse. Je dirais que c'est quand même une remise en cause, un basculement tectonique. Est-ce qu'il en est le signe? Est-ce qu'il en est le début ou est-ce qu'il est simplement le figure de proue? Qu'est-ce qu'il est exactement? Est-ce que c'est en tout état de cause, c'est une sorte d'anti-Nuremberg qui est en train de se produire sous nos yeux, sous la forme et sous l'incarnation de Julian Assange. C'est comme ça que je vois les choses.
une véritable remise en cause de tous les principes, appliqués ou pas, ça c'est un autre débat, qui avait été établi à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est encore plus grave et encore plus triste que ça. C'est ça que ça veut dire. Une dernière question pour toi, Victor. Pardon, une question? Oui, oui, non, je voulais dire, je souscris à 100% et je pense même que c'est une question de quelle idée on se fait de la démocratie. Qu'est-ce que veut dire le mot démocratie? Je voulais juste poser la question que vous a posée cette journaliste, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement? Qu'est-ce que nous, on peut faire, public et tout? On assiste à ça, on se sent impuissant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai tout essayé, j'ai tout raté, donc je ne suis pas bien placé pour… Si quelqu'un parle, je ne l'entends pas. Hein. Non, tu as répondu donc à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bon, tu as répondu. Ah, oui, enfin… Oui, je pense que c'est déjà, on parlait, pousser les journalistes à prendre position. Les syndicats, c'est bon, c'est fait. Reporters sans frontières a une position plus qu'ambiguë. Mediapart aussi, on pourra en parler, mais d'une manière générale, c'est sous la pression de l'opinion publique. Quand ils sentent que l'opinion publique s'intéresse à un sujet, quand ils sentent qu'ils ne se contentent pas de… ils se sentent aussi un peu encouragés, parce que je crois qu'il y a une sorte de… Ah, je crois que… Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération internationale de journalistes qui revendique 650 000 membres, l'a déclaré 2 fois en public, une fois à la Fête de l'Humanité l'année dernière et une fois aussi l'année dernière à l'Hôtel de Ville. Donc, je peux permettre de le dire ici en public. Il a déclaré, presque en ces termes, je le cite, presque, les patrons de presse ont posé un couvercle sur l'affaire Assange. C'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté, et j'ai un témoignage direct, d'une journaliste d'un grand quotidien français qui, ayant vu ce documentaire que vous venez de voir, étant venu nous rencontrer, les gens du comité de défense d'Assange, ayant lu le livre de Nils Melzer, a voulu faire un article dans son hebdomadaire. La rédaction en chef lui a obligé à insérer des paragraphes défavorables à Julian Assange, qu'elle savait étaient fausses. Elle m'a même appelé pour me dire comment est-ce que je peux formuler ça. Je lui ai dit, tu me demandes comment formuler un mensonge. Je n'ai pas de réponse à ça, débrouille-toi. Donc nous en sommes à ce point-là où les rédactions imposent à un journaliste qui sait parfaitement que ce n'est pas vrai, lui impose d'insérer des paragraphes, les paragraphes, j'allais dire, colportant les légendes urbaines et les mensonges habituels. Donc il y a une vraie volonté des directions. Cette idée qu'on n'a pas publié l'histoire du témoignage de Sigrid Thordarson, par exemple, voilà, encore, on revient là-dessus. Il y a un vrai mur des médias, pas forcément des journalistes, mais des médias en tout cas, c'est sûr. Donc, faites pression, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à appeler votre élu. Pourquoi vous n'accordez pas l'asile à Julian Assange? Même si ça paraît ridicule, rassurez-vous, la prochaine fois qu'on montrera un projet similaire, et on a un projet similaire, il sera probablement encore mieux reçu à l'Assemblée nationale. Oui, justement, c'est un procès politique, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des partis, en faisant présence dans des partis politiques, est-ce que ça peut passer par des partis politiques? Je n'ai pas entendu le débat, les débuts de votre question. Je dis c'est un procès politique, vous l'avez Oui. dit. Est-ce que ça peut passer par des partis politiques? Est-ce que cette lutte pour aider Julian Assange peut passer par des partis politiques? Je sais que l'humanité agit, mais est-ce que d'autres partis politiques peuvent être mobilisés, à votre avis, pour ça? Je rêve et je pense que les partis… Je pense qu'ils devraient faire de Julian Assange le Nelson Mandela de notre temps moderne. Les partis, notamment de gauche, je suis de gauche, mais même des partis de droite, s'ils le veulent. Il y a beaucoup de gens de droite qui sont impliqués dans le combat pour Julian Assange. Hein. Il n'y a pas vraiment de coloration politique dans le soutien à Julian Assange. C'est quelque chose d'un phénomène assez intéressant. C'est très large, ça va de gauche à droite, etc. Mais pour moi, c'est tellement symbolique. J'ai parlé du procès de Nuremberg. Je ne peux pas être plus symbolique et plus historique contextuellement que ça. Donc, bien sûr, oui, il faudrait. J'attends, je rêve que de ça. J'ai essayé de faire… je ne sais pas ce qui manque. Il manquerait ça, en fait. Il manquerait, à mon avis,
que ça devienne une cause qui serait saisie par des partis politiques. C'est ça qui pourrait faire basculer aussi l'affaire, probablement. Victor, on va mettre terme à notre soirée, mais on a une habitude ici au Ciné Débat Citoyen, c'est l'intervention de notre ami Dany, le slamant rose. J'ai dit slamant avec un S. Slamant rose, c'est drôle ça. Les couleurs. Et donc, notre ami Dany, voilà, on te salue, il est là-bas. Notre ami Dany va nous lire une prose qu'il a écrite pendant le débat. Il a des expressions comme ça à la volée et de nous concocter des poèmes, je dirais, c'est du slam, voilà. Donc, Dany, c'est à toi. Ah ben voilà, c'est impeccable. Voilà. Beaucoup d'ONG, j'aurais beaucoup d'aide. Toujours mieux être aidé qu'extradé. Procès d'extradition, tradition d'exception, obscurité et dictature démocratique. Où est la liberté? Wikileaks informe plus vite que son ombre. Anonymat préservera. Information, pas désinformation, tu auras. 2010, l'aventure, c'est l'aventure. Wikileaks, système. Plus de pouvoir corrompu. Danger. La toile a régné. Tisse les mensonges, songe, viol, espionnage, viol de la loi de mauvaise loi, investigation et journalisme, l'isme amer de liberté. Génération future doit savoir, voir, au-delà des merdias aux ordres. Bien-être dans ses chaussettes. Julian Assange et l'Empire américain. Empire, pire. Le pire, veulent qu'il expire. American way of life. American way, ta life, away. Presse, intérêt est principal. Levez le cou. Espoir, gardez l'espoir, poire pour la soif de liberté. Merci Victor d'âge, sage, la sagesse pour plus de liberté. Victor, il nous reste à te remercier. Gérard, tu veux parler avec Victor? Oui, ben vas-y Gérard, c'est à toi. Écoute, Victor, oui, merci pour sa raison, pour ton intervention de ce soir. Tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Non. J'entends toujours comme si c'était pris sur un autre micro. Il y a deux micros. Oui. Il y en a toujours un qui marche, mais ce n'est pas toujours celui qui est devant la bouche, c'est ça apparemment. Il faudra mettre les deux. Là, tu m'entends bien? Là, oui. Ah, très bien. Oui, c'est avec les deux micros, dès qu'il y a... Et quand les deux sont allumés, ils se parasitent. Ah, oui. Je ne sais pas ce qu'ils se font, mais ça ne va pas. Il vaut parfois mieux pas savoir. Voilà, oui, il faut mieux qu'ils parlent un à la fois. Bien, Victor, merci. On t'a peut-être un petit peu restreint dans tes développements. Ouais. Lorsque nous nous sommes parlé au téléphone, tu m'as dit qu'il t'est arrivé de parler jusqu'à 1h ou 2h du matin de la 8h20 est le record d'une conférence sur Assange, où on m'a laissé parler des jeunes dans un forum, et au fur et à mesure que les 8h20, c'est pour dire qu'il y a des choses à raconter. Exactement. Alors, bon, on est désolé, J'ai jamais recommencé. On passe à autre
frustré, mais tu nous as apporté des éléments. Effectivement, si je prends mon cas personnel, je peux dire que entre le documentaire et tout ce que tu nous as raconté, j'ai enfin compris, ou partiellement compris, ce qu'il y avait autour de l'affaire Julian Assange. Et je pense que dans la salle, c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, moi, j'aimerais en conclusion juste vous dire, et je le fais de façon rituelle, donc je ne vais pas manquer à la rituelle, c'est de vous demander simplement de réfléchir et d'imaginer un monde avec Julian Assange et Wikileaks, un monde sans Julian Assange et Wikileaks. Choisissez celui que vous préférez et agissez en conséquence. C'est ma consigne de la soirée. Merci. Et si vous avez d'autres occasions d'organiser des événements, on est preneur, évidemment, d'y répondre et de venir se déplacer ou par vidéo, où que ce soit. Attention, si vous vous levez, on ne le voit plus. Alors, il y a une dame au fond de la salle qui propose qu'on se lève pour Julian Assange. Et une photo que j'enverrai à son père, si vous voulez. Attendez, mais je vais vous prendre en photo, du coup, sur mon écran. Ça va faire bizarre, mais allez, je vous prends en photo, là. Ça, c'est dur. Et j'envoie ça au père, qui adore ce genre de truc. Alors, il sera obligé de me faire confiance que c'est du Julian Assange. Ah, zut, la mise au point. Yop, c'est pris. Merci. Merci, hein. Merci.